Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on va faire un petit top 10. Vous avez vu, je prépare de plus en plus mes vidéos parce que j'essaye de vous faire un petit peu comprendre pourquoi je pense qu'un effondrement aura lieu et pourquoi je travaille au quotidien à me préparer pour qu'éventuellement, si ça devait arriver, même si on est déjà dedans, même si ça devait arriver de manière un peu brutale, je sois le mieux préparé possible et que je puisse aider à mon échelle, à ma toute petite échelle, le maximum de gens à passer ces moments difficiles. Le but, c'est pas de les aider forcément pendant, mais déjà de les aider avant. Sauf que dans cette quête d'informations que j'essaie de vous transmettre, j'ai des fois des gens qui me disent que ça n'arrivera pas. J'en ai même qui m'ont dit que j'étais, alors ça c'est rigolo, un petit commentaire que j'ai eu il y a pas longtemps, que c'était une chaîne pour les débutants. Voilà. Alors donc du coup, il ne faudrait parler qu'entre personnes déjà convaincues, qu'entre personnes déjà préparées, et les autres, on s'en fout en fait. Quoi? T'es néophyte, tu découvres? Non, non, tu m'intéresses pas. Au contraire, si je fais ce que je fais, si ma chaîne peut paraître un peu généraliste, si je n'approfondis pas un sujet en particulier, c'est parce que déjà, j'ai pas le temps de devenir expert dans tel ou tel sujet, mais tout simplement parce que j'essaie d'amener ceux qui peut-être se posent encore des questions à réfléchir sur le sujet. Et j'ai eu la chance, moi, d'avoir des gens qui m'ont amené à cette réflexion et j'ai envie à mon tour de vous les amener. Il y a peut-être un petit peu le syndrome du sauveur, comme on dit, mais en tout cas, j'essaie de vous amener des arguments cohérents, pragmatiques et surtout, ne pas vous amener à des comportements, anxiogènes ou tout ça. C'est toujours de vous montrer que finalement, moi, ça, c'est ma réalité au quotidien, c'est ma façon de penser l'avenir et que ça ne m'effraie pas du tout et qu'au contraire, je pense que ça peut même parfois, pas pour certaines choses, ça va être difficile, mais ça peut parfois avoir peut-être un tout petit peu de bon sur certains points. Et moi, je suis plutôt du genre à toujours voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Mais il y a des gens qui, eux, voient le verre complètement plein et qui sont persuadés qu'il n'y aura rien. Et je me suis amusé à compiler les différents arguments que j'ai vus et je vais essayer. Alors, je ne vais pas approfondir chaque sujet dans le détail, sinon on risque d'y passer 3 plombes. Mais grosso modo, je vais vous exposer les arguments les plus récurrents. Euh, Pourquoi aux premiers abords? Parce que si ces arguments sont amenés, c'est que les gens les considèrent crédibles. Donc je vais, je pense, amener des arguments pour enfin, expliquer pourquoi ça peut paraître crédible comme argumentation, mais je vais surtout vous amener le contre-argument à ces différentes affirmations. Libre à vous de les croire ou non, libre à vous d'en discuter dans les commentaires. C'est avec plaisir que je lis tous vos commentaires. Quand je like un commentaire, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec vous, ça veut dire que j'ai lu votre commentaire et si j'ai le temps, si je peux, j'essaye d'y répondre. Si c'est juste du troll ou de l'insulte, je supprime. Je ne me pose même plus la question. Je supprime, point. Par contre, bien entendu, récemment, j'ai eu beaucoup de vues, beaucoup de nouvelles personnes sur la chaîne, mais là où je suis déçu, c'est que certains d'entre vous, bande de petits fripons, ne vous abonnez pas une fois que vous avez vu la vidéo. Si vous voulez avoir un suivi, si vous voulez discuter de ces sujets-là, c'est plus important, c'est plus intéressant de vous y abonner, même si vous ne regardez pas toutes les vidéos. Moi, ça me fait plaisir, ça me permet de faire évoluer la chaîne. Donc, abonnez-vous et bien entendu, likez ou dislikez si ça ne vous a pas plu, partagez, commentez, ça fait vivre la chaîne et moi, j'ai vraiment envie de continuer à faire vivre cette chaîne. Mon petit rêve, allez, soyons fous, c'est que d'ici ma prochaine saison de camping, donc d'ici juin-juillet prochain, on ait passé le cap des 10 000. Ça serait pas mal, hein, histoire de faire un peu grandir toute cette communauté et pourquoi pas échanger les uns les autres. Mais sans tarder, démarrons cette vidéo. Et donc, du coup, top 1 des arguments. Enfin, je sais même pas si c'est top 1. C'est la première raison, premier commentaire que je vois revenir régulièrement, c'est l'humanité a toujours surmonté les crises. Effectivement, alors l'histoire regorge d'exemples de résilience où l'humanité a su faire face à des catastrophes majeures. Et effectivement, quand on dit qu'on a survécu aux guerres mondiales, à la peste noire, alors pourquoi s'inquiéter?
L'humanité a toujours surmonté les crises. Oui, mais moi j'ai un contre-argument qui, je pense, peut faire la différence. Chaque crise passée, donc voilà, que ça soit la Seconde Guerre mondiale, qui est vraiment la grosse crise passée, j'entends en France, hein, elle s'est produite dans un contexte où il y avait encore beaucoup de ressources disponibles, où les écosystèmes étaient encore capables de se régénérer, puisqu'on n'avait pas encore tout bousillé, on n'avait pas coupé les arbres de partout pour replanter les petites brindilles qui mettent 20 ans à pousser. Non, et puis, il y avait pas, autant de maladies au niveau des arbres. Par exemple, l'orme en Normandie et un peu partout, a disparu. On avait des très beaux arbres, c'était l'orme et maintenant on réimplante des ormes d'autres pays qui sont encore, bons, mais on a d'autres arbres. Là, on a nous, chez nous, on a les chênes qui sont moins solides qu'avant. On dit solides comme un chêne, bah, par chez nous, les chênes, ils commencent à être un peu faiblards. Il y a des maladies qui apparaissent. Il y a le hêtre qui commence à avoir des maladies. On arrive à un point où les écosystèmes ont du mal à se régénérer. Et donc, du coup, aujourd'hui, s'il y avait une crise globale et systémique, en plus, le monde n'était pas autant interconnecté à l'époque. Là, s'il y avait une crise, elle serait beaucoup plus globale, beaucoup plus systémique, avec une société où on a perdu les compétences, on a perdu les écosystèmes, on a perdu les ressources, il y en a beaucoup moins. Il suffit de voir, hein, il suffit de voir les chiffres, hein. Cherchez, vous allez trouver. Et donc, du coup, avec ces différents éléments qui se sont rajoutés, oui, l'humanité surmontera sûrement la crise, mais on perdra beaucoup de monde, beaucoup de monde et ça va être très difficile. Pour moi, le premier, j'ai vécu dans un monde d'abondance et aujourd'hui, on va arriver dans un monde où on va devoir se restreindre et donc du coup, ça risque d'être beaucoup plus compliqué et en plus, il faut dire ce qu'il en est, hein, on n'est pas bâtis du même bois que ceux qui ont aujourd'hui, 80-90 ans. Eux, c'était pas le même travail, hein et encore ceux d'avant eux, pareil. On a connu une surabondance pendant un certain temps qui nous a rendus beaucoup plus faibles. Donc, à rajouter dans les différentes choses, oui, l'humanité a toujours surmonté les crises, mais c'était quel type d'humain? Avec quel type de connaissances? Alors certes, on a certaines choses qu'ils n'avaient pas. La médecine, même si elle a besoin de beaucoup de matériel, il y a quand même des connaissances qui sont gardées, etc. Mais en cas de crise majeure, il y en a, ils savent plus rien faire. Ils savent déjà pas vivre sans leur téléphone portable. Ils ne savent plus, rien construire ni faire par eux-mêmes. Ils veulent même pas évacuer leur merde. Moi, au camping, faut voir le nombre de gens. Il y a certains logements où il y a des toilettes sèches. Les logements où il y a les toilettes sèches, il y en a, ils préfèrent aller au sanitaire. Ils n'utilisent pas le toilette sèche. Ils ne sont plus capables de gérer leur caca. Si demain, il y a plus d'eau qui rentre dans leur maison, il y a plus d'évacuation des eaux usées, comment ils vont faire? On n'est plus les mêmes humains. Donc, s'il y avait une grave crise majeure, l'être humain n'est plus calibré et la société n'est plus calibrée comme autrefois pour avoir un certain degré de résilience. Et c'est pour ça qu'il faut vous préparer et qu'il faut regagner des compétences puisque grâce à ces compétences, demain, alors ça ne veut pas dire que vous allez bien vous en sortir, mais ça sera toujours mieux que d'avoir rien fait. Raison numéro 2, pareil, quelque chose qui arrive très souvent, la technologie nous sauvera. Ce qu'on me dit souvent, c'est oui, il y a des innovations technologiques et du coup, elles vont résoudre les problèmes. Effectivement, ça peut paraître crédible parce qu'on voit aujourd'hui, les technologies ont amélioré notre vie dans de nombreux domaines, que ça soit dans la médecine, que ça soit dans notre quotidien, la gestion de la douleur, etc. Quand on dit technologie, il faut pas voir juste les téléphones et les machins, c'est aussi les technologies médicales, etc. Mais c'est de plus en plus sophistiqué. Mais le problème, c'est que plus on complexifie, plus en cas de problème, ce sera difficile de maintenir ce niveau de technologie dont nous nous sommes rendus dépendants. Et donc, du coup, la technologie, sans changement de paradigme, ne fera qu'accélérer la consommation des ressources et donc accroître les difficultés en cas d'effondrement. Mais du coup, si demain, effondrement il y a, même si je réexpliquerai pourquoi on est déjà dedans, en cas de décroissance, le problème, c'est qu'on va devoir résoudre. Il y a besoin de matériaux, il y a besoin d'argent, il y a besoin de beaucoup de choses pour avancer technologiquement. Mais aujourd'hui, on voit qu'on est en train de régresser. Le matériel humain régresse. Les matériaux sont de moins bonne qualité, puisque bah, on a épuisé toutes les ressources de meilleure qualité en premier. Faut pas être idiot. On va d'abord chercher ce qui est facile et de qualité
puis quand on en a moins, voilà, au début, on a le pétrole, il coule tout seul et maintenant, on va chercher dans des schistes bitumineux qui demandent beaucoup d'énergie pour pouvoir, extraire le pétrole puisqu'il est de moins bonne qualité et cetera. Tout est en train d'être réduit en termes de qualité et donc du coup, pour faire des avancées technologiques qui nous permettront de transcender nos problèmes, mais il faudrait encore des ingénieurs et des technologies qui soient de bien meilleure qualité que ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc, je pense que la technologie n'est qu'une fuite en avant et qu'en réalité, il faudrait plutôt aller vers le low-tech et la décroissance pour pouvoir tenir bon. Argument numéro 3. On dit souvent les gouvernements ne laisseront pas ça arriver. Les dirigeants veillent sur nous. Ils font en sorte que ça ne s'effondre pas. Et effectivement, beaucoup de gens font confiance à l'autorité, font confiance aux institutions. Moi, ce que je vois plutôt, c'est que les gouvernements aujourd'hui sont de plus en plus réactifs. Ils réagissent aux problèmes plutôt que proactifs. N'anticipent pas les problèmes. Et les intérêts à court terme priment sur la gestion durable de la société, que ce soit en termes d'économie, en termes de calendrier, de réélection. Ils ne gèrent plus du tout. Tout ce qu'ils font, c'est maintenir quelque chose. Et petit à petit, on voit bien qu'on perd également en qualité de politicien. Et donc, du coup, on peut prendre des exemples très simples. Le Covid-19, ils ont réagi n'importe comment, ils étaient en panique totale et ils ont fait de la merde. La crise climatique qu'on vit aujourd'hui, ils ne font rien. Et les quelques trucs qu'ils essayent de faire, c'est de la merde. L'interdiction de la voiture thermique en 2035 et mettre les voitures électriques, c'est de la merde. Et tout ce qu'ils font est absolument à chier. Il n'y a plus aucune chose qui est bien faite. Ils sont en train de ratiboiser. Là, vous voyez, je suis encore dans la succession du décès de mon père il y a plus de 5 ans maintenant. Il y a bientôt 6 ans qu'il est décédé. C'est toujours pas fait pour des raisons diverses et variées. Et là, on est en train de voir, ils sont en train de faire sur tout ce qui est les héritages. Bon, c'est pas un gros héritage, hein, mais sur tout ce qui est héritage, ils sont en train de se gaver, ils sont en train de ratiboiser de partout pour économiser 60 milliards pour garder 5% de déficit. C'est-à-dire que même en faisant ça, on va encore avoir un déficit. On est à 3500 milliards de dettes. Les mecs, ils sont en train de faire n'importe quoi. Et les gens croient vraiment que les gouvernements vont empêcher que des gros problèmes arrivent. Ils savent déjà plus quoi faire quand il y a une petite crise, alors quand il y en aura une grosse, mais qu'est-ce que ce sera? S'il y avait un virus vraiment très dangereux qui tue énormément, mais les mecs là, ils sont en roue libre. Ils vont se barrer en courant, ils vont se cacher dans leur bunker et c'est tout ce qu'ils vont faire. Les mecs, ils sont en PLS. Et donc du coup, je ne crois vraiment pas que nos gouvernements vont réussir quoi que ce soit eu égard à un effondrement, si ça doit arriver, ils vont être en PLS. Alors, raison numéro 4. J'entends très souvent l'économie est trop importante pour s'effondrer. L'économie moderne est robuste et interconnectée. Ça tient bon, l'économie est forte. Les marchés se redressent même après des crises majeures. Et ça, c'est vrai. Je l'entends et je le vois régulièrement. Mais le problème, c'est que cette interconnexion rend les systèmes beaucoup plus fragiles. La crise de 2008, ça a été une catastrophe. Ils ont pillé la Grèce pour tenir bon. Et quelques petites perturbations comme la crise de 2008 ou la pandémie, enfin voilà, la grosse pandémie qui tuait 0,1% des vieux, voilà, ils ont déjà pas su le gérer. Mais comment l'économie peut tenir bon? Regardez, le Covid, ils n'arrêtent pas de nous dire ouais, mais les 1500 milliards de dettes en plus, c'est le Covid. C'était pas un truc énorme. Il y a eu des morts, il y a eu des problèmes, mais c'était pas un truc énorme. Et on a bien vu que déjà, pour un truc pas si grave, l'économie, elle en a pris plein la gueule. Oui, on a tenu bon avec les prêts à taux zéro, on a tenu bon avec les prêts garantis par l'État, etc. Mais là, on voit que toutes les entreprises sont en train de fermer. C'est une catastrophe en ce moment. L'économie, parlez à vos commerçants, à vos artisans, ils vont vous dire en ce moment, c'est compliqué. L'autre jour, j'ai Christophe de la chaîne Permaculture Pragmatique, qui est un copain,
même pas un copain, un ami carrément. Bah oui, on passe même Noël et jour de l'an ensemble cette année, c'est pour dire. Et il m'a envoyé un truc, voilà, il y a des artisans qui ont fait un calendrier où ils se mettent à poil, enfin des photos un peu, voilà, style le calendrier du 15 de France, et cetera, parce qu'il suffit de voir, hein, regardez sur Google, vous allez le trouver, ils font ça pour pouvoir tenir bon. Ils vendent un calendrier où ils se mettent à poil ça va pour une association qui a pour le but de dynamiser le village parce qu'ils ont connu une grosse baisse de leur activité. En ce moment, c'est en train de se casser la figure. Non, l'économie n'est pas trop importante pour s'effondrer. Éventuellement, elle arrive à chaque fois à descendre d'une marche plutôt que de dégringoler d'un coup. Mais elle va descendre et les marches sont de plus en plus grandes. Et donc, du coup, à un moment, ça peut pas tenir. L'économie, elle peut pas tenir comme ça. Alors pareil, j'entends souvent des trucs genre: «Mais il y aura toujours une solution de repli, si ça va mal ici, on n'a qu'à s'expatrier, on peut aller ailleurs». Et puis après tout, hein, l'être humain a toujours migré, hein, quand c'était, des temps difficiles. Ouais, mais les solutions de repli, elles deviennent de plus en plus limitées quand même. On est dans un monde globalisé, un monde surpeuplé et se barrer ailleurs ne sera pas forcément une solution. Il y aura des problèmes climatiques dans certains endroits. C'est déjà le cas. Je ne sais plus c'est dans quel pays, africain il a pas plu depuis 6 ans, donc c'est plutôt dans l'autre sens que les gens vont venir et pas dans le sens de nous, on pourra se barrer. Et puis, au bout d'un moment, si l'économie est trop chancelante, il y a plein de pays qui vont fermer leurs frontières. C'est inévitable, c'est ce qui va arriver. L'Allemagne est déjà en train de commencer. Donc non, oui, si ça se casse la gueule, je me barre ailleurs. Je vous ferai une vidéo un jour sur l'expatriation. Vous allez voir que moi, je suis vraiment pas du tout pour. Après, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires, si pour vous, ça vous paraît être quelque chose de bien, donnez-moi vos arguments et ça me permettra, dans la vidéo sur l'expatriation, de pouvoir en discuter. J'entends souvent également, les catastrophes sont exagérées par les médias. Les médias adorent faire peur. Effectivement, les médias jouent sur les peurs. On voit énormément de titres alarmistes. Et il y en a qui me disent: «David, non, mais c'est parce que c'est les médias qui font que tu dis ça. Tu ne le vois pas en réalité, mais les médias sont là pour te faire peur, pour te faire cracher du pognon». Alors, je suis d'accord, les médias amplifient parfois les crises. Il faut dire ce qu'il en est. Mais il y a de nombreuses urgences qui, en réalité, sont sous-estimées. Je prends l'exemple toujours climatique, ils en parlent un petit peu, mais en réalité, ils devraient en parler beaucoup plus parce c'est beaucoup plus grave qu'il ne faudrait. Il y a certaines Ils parlent par exemple, ils adoucissent par exemple notamment, quand on voit les chiffres en France du nombre de meurtres, du nombre d'attaques au couteau, du nombre d'agressions, du nombre de cambriolages et cetera. Finalement, ils en parlent très, très peu au vu de tout ce qui se passe, du nombre de viols, du nombre de c'est énorme ce qui se passe. Les gens deviennent complètement dingues. Ils s'entre-défouraillent la tronche, ils se font tuer, enfin, les médias en parlent, oui, une fois de temps en temps, lorsqu'il y a un drame qui est vraiment enfin, quelque chose qui est vraiment dramatique, mais juste après, ils vont vous parler, de Jean-Pierre, dernier sabotier en Normandie. Moi, je pense qu'au contraire, les médias n'exagèrent pas les catastrophes. Moi, je trouve qu'au contraire, ils n'en parlent pas assez parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes et quand il s'agit des catastrophes à l'étranger, ils vont en parler au début pendant 15 jours voilà, c'est sur le coup, c'est impressionnant, ça fait vendre du papier, mais les gens se lassent et du coup, les médias arrêtent d'en parler. En ce moment, en Ukraine, ils chopent les mecs dans la rue, ils les foutent dans un bus et ils les envoient au front. Comment dire? C'est une boucherie au front en Ukraine et en Russie aussi. Pour les Russes aussi, hein, c'est la même chose, hein. C'est une boucherie et ça, ils en parlent un petit peu de temps en temps. Mais moi, je trouve qu'il faudrait en parler beaucoup plus. C'est dramatique ce qui se passe. Donc non, les médias n'exagèrent pas les catastrophes. Au contraire, ils en parlent trop peu. Ensuite, raison numéro 7.
L'homme est fait pour survivre. Nous sommes des survivants par nature. L'homme a toujours su survivre. Effectivement, l'espèce humaine s'est adaptée à des conditions extrêmes. Mais aujourd'hui, les systèmes sont beaucoup plus complexes. Comme je disais tout à l'heure, l'être humain est beaucoup plus dépendant au système. Notre résilience est bien amoindrie et nous sommes beaucoup plus vulnérables qu'à une certaine époque. Et sans ces systèmes aujourd'hui, vous comme moi, on va en chier. Mais pour le Pékin moyen, qui n'a aucune idée de ce qui se passe ou qui ne veut pas voir ce qui se passe et qui ne se prépare pas du tout, ça va être très compliqué. Il y en a que j'entends des fois dire qu'ils vont se préparer au dernier moment, mais non, mais moi c'est bon, j'ai pas besoin de me préparer, je m'adapterai ou j'irai chez les autres, ou voilà. Je suis désolé, mais c'est des années de préparation avant. Moi, je travaille énormément à mon autonomie, à ma survie, etc. Et j'en chie. Je travaille de très longues journées pour sortir énormément de légumes, pour pouvoir manger. C'est un boulot énorme. Je prends l'exemple de Picro, qui est déjà venu 2-3 fois ici. On en a discuté. Il est cassé de partout. Christophe, qui est maraîcher, il produit plus que ce qu'il ne faut pour lui, hein. Mais il doit aussi faire des courses à côté. Il produit des trucs bien spécifiques. Il produit des légumes, il produit des œufs, il produit des fruits. Mais il faut énormément de travail, énormément d'investissement. Et lui, il le fait depuis des années. Donc physiquement, il tient bon. Ils sont 2 à faire ça. Mais si vous n'êtes pas un minimum préparé, ah bah pour sortir les premiers légumes, pour avoir toutes les installations, etc., vous allez en chier. Donc oui, autrefois, l'homme était fait pour survivre. Mais plus on est rendu dépendant, moins on est fait pour la survie. On est trop dépendant. Il y aura toujours des gens qui survivront. Mais ce sera peut-être pas vous, ce sera peut-être pas moi. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts, je pense, que nous ne le sommes. Vous comme moi. Il y aura des survivants. Il y aura une nouvelle société qui émergera avec des gens très forts. Peut-être qu'on en fera partie, peut-être pas, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais n'empêche que on est beaucoup moins fait pour survivre qu'avant. Autre argument très régulier, mais très 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 régulier, oh, l'effondrement. C'est pour dans des siècles, c'est pas maintenant. Et c'est encore loin. Ça sert à rien. Eh bien, le truc, c'est que, effectivement, les changements sociaux, le changement climatique paraissent très lents aujourd'hui. Sauf que il y a certains indicateurs qui montrent qu'on a franchi des seuils critiques, que ce soit en termes de climat, que ce soit en termes de ressources, que ce soit en termes de biodiversité et bien d'autres choses, même sur le matériel humain. On a énormément faibli, sauf que c'est une exponentielle, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire que chaque année va plus vite que la précédente et la courbe, elle va de plus en plus vite et les choses sont déjà en train de s'accélérer aujourd'hui, on le ressent. Imaginez ce que ce sera dans 10 ans, dans 15 ans. La différence entre 1950 et 1985 en termes d'évolution et la différence entre 1985 et aujourd'hui, qui est une période à peu de choses près identique, la différence, elle est énorme. Énorme. Ça s'est accéléré à une vitesse pas possible et c'est encore en train de s'accélérer. Il y a plein d'indicateurs économiques, environnementaux, sociaux qui sont en train de montrer que nous sommes sur une exponentielle et qu'elle accélère de plus en plus vite. Peut-être que moi je le vivrai, peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être avant. Mes enfants, je suis sûr qu'ils le vivront. Il faut dès maintenant se préparer et peut-être que je me préparerai toute ma vie pour rien. Mais tout ce que j'aurais préparé, tout ce que j'aurais montré à mes enfants, ce à quoi je les aurais formés, ben ça leur sera utile à eux. Mais il ne faut pas vivre toujours que pour soi. Il y a que les égoïstes qui ne pensent qu'à eux et qui ne vivent que pour eux. Moi, je pense à mes enfants, je pense à ma famille, je pense à mes proches, aux enfants de mes amis. J'ai certains amis dont certains vont avoir des enfants, en ont déjà, vont en avoir d'autres, etc. Ces petits bouts de chou là.
Ils vont vivre dans un monde qui sera de plus en plus difficile et se préparer, leur montrer les bons gestes aujourd'hui, c'est déjà les aider. C'est encore loin, peut-être oui, si vous avez 80 ans et que vous regardez cette vidéo, peut-être que vous dites: «Oh, moi j'ai 80 ans, j'ai déjà vécu». Ouais, mais il faut penser aux enfants, aux petits-enfants, à ceux qui vous entourent, à vos amis. Donc non, c'est pas pour dans si longtemps. Et si on prend les indicateurs, alors je prends les indicateurs scientifiques. Vous êtes libre de croire ou ne pas croire au changement climatique, mais n'empêche que le réchauffement à 1,5 était prévu pour 2035 ou 2040 à la base, ça a été ramené à 2030, et là maintenant, bah, a priori, on les aurait déjà atteints. Ça s'accélère. Et il y a ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positive. Je ne vais pas vous refaire tout. Vous pouvez aller regarder. Moi, j'ai adoré, c'est les 10 heures de cours, de Jean-Marc Jancovici. Il a fait 5 cours de 2 heures, ou non, 10 cours de 2 heures, je crois, où là, c'est pas 20 minutes à la radio, il a 20 heures. Oui, c'est ça, c'est 10 cours de 2 heures. Vous avez 20 heures de cours pour comprendre comment fonctionne le changement climatique. Après, si vous n'y croyez pas avec les arguments scientifiques, etc., là, dans ce cas-là, on est dans le domaine de la croyance. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un changement, je le constate déjà, mais surtout, j'ai étudié ce sujet-là. Si vous n'y croyez pas, c'est pas grave. Il y a d'autres formes d'effondrement qui sont également en cours. Effondrement de la quantité de ressources, effondrement comment on appelle ça? Du bien-être social, de la cohésion sociale aujourd'hui. Il y a un effondrement de ça, augmentation du chômage, l'économie qui stagne et qui commence à régresser, baisse du QI, effondrement des connaissances. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait, la technologie va nous sauver. Oui, mais si les gens sont de plus en plus bêtes, ça va être compliqué. Bref, l'effondrement est peut-être encore loin, mais ça dépend ce qu'on appelle loin. À mon avis, il y en a beaucoup d'entre nous qui vont le vivre. Raison numéro 9 que j'entends également très souvent. Des gens ont toujours prédit la fin du monde. Chaque époque a eu ses prophètes du malheur. Alors effectivement, il y a eu de nombreuses prédictions catastrophiques qui ne se sont pas toujours réalisées. Mais un effondrement systémique n'est pas une prophétie apocalyptique basée sur des superstitions. L'effondrement est basé sur des données concrètes et des dynamiques déjà observables. Observées et observables. On a des chiffres, il suffit d'aller voir les chiffres de l'économie et la tricherie qu'il y a autour de l'économie aussi, parce qu'attention, il y a énormément de triche, hein. Rappelez-vous, il y a quelques années, ils ont mis la drogue et la prostitution dans le PIB pour essayer de tenir bon. On est à 5% de déficit par an et on dit ouais, mais on a 0,8% de croissance. Super, c'est bien Michel. Tu arrives à faire 0,8% de croissance avec 5% de déficit. Donc tu es perdant. On maintient une croissance artificielle. L'Allemagne a déclaré qu'elle était en récession. Ils sont un petit peu plus honnêtes que nous. Mais ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'il y a de la croissance qu'il y en a réellement. Et autrefois, les prédictions étaient de l'ordre de la croyance, étaient de l'ordre de la superstition. Aujourd'hui, on a des outils d'analyse globale qui tendent à montrer qu'on est en train de vivre un effondrement. Mais après, comme on dit toujours, nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas croire. Et je pense qu'aujourd'hui, les prophètes, ce ne sont plus les prophètes de malheur, c'est les prophètes de bonheur. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui disent qu'il n'y aura rien, ce sont eux les prophètes. Ils prédisent qu'il n'y aura rien, alors que les chiffres tendent à leur montrer exactement l'inverse. Et enfin, argument numéro 10, l'humanité trouvera toujours un équilibre. Nous nous adapterons naturellement. L'être humain est capable de s'auto-réguler. Sauf que, encore une fois, nous sommes dans un monde qui est de moins en moins résilient, de plus en plus interconnecté, et l'équilibre n'est pas garanti, surtout face à des changements brutaux. Souvenez-vous, pendant la crise du Covid, de tous ceux qui allaient chercher du PQ. Ils se battaient pour du PQ ou pour des paquets de pâtes. Comment ces gens-là pourront s'adapter naturellement? Alors oui, je l'ai déjà dit, il restera du monde. Ce n'est pas la fin de l'humanité. C'est la fin de la société telle qu'on la connaît. Par exemple, il y a eu des sociétés, des civilisations qui se sont effondrées
face à des changements brutaux. On peut prendre l'exemple des Mayas. Les Mayas, il y a eu des maladies qui ont été ramenées, comme les Aztèques, des maladies qui ont été ramenées par les Occidentaux, donc un changement brutal. Et du coup, face à ce changement brutal, ils n'ont pas survécu. Ils ont été massacrés et ils n'ont pas survécu. Leur civilisation a disparu, s'est effondrée. Donc ça existe des moments où il y a un effondrement brutal, une maladie, un truc comme ça, un facteur externe qui fait que ça s'effondre et qu'une civilisation ne survive pas. Il y a eu l'île de Pâques. Ils ont tellement coupé tous les arbres qu'il y a eu un gros problème écologique. Et du coup, puisqu'il y a eu ce problème, enfin écologique dans le sens environnemental plutôt, pardon, leur environnement a été, ils ont tout ratiboisé et du coup, bah, ils n'ont pas survécu. Putain, c'est casse-couille. Ouais, excusez-moi. C'est quelqu'un, c'est ma mère, quand elle appelle, elle va appeler 30 fois jusqu'à ce que tu répondes, même si tu ne peux pas. Elle ne peut pas attendre. Voilà. Elle n'est pas prête. En cas d'effondrement, elle ne pourra pas m'avoir au téléphone. Ça va être dur pour elle. Et donc, du coup, comme je disais, d'anciennes civilisations ont disparu. L'île de Pâques, les Aztèques, les Mayas. Et si demain, il y avait quelque chose de brutal, eh bien, les civilisations pourraient ne pas y survivre. Et si c'était un effondrement brutal, systémique, complet, quelque chose qui vraiment fasse du mal à toute l'humanité, on pourrait effectivement, non pas ne plus être là, mais la majorité des gens pourraient disparaître. Pourquoi pas la totalité? Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Une météorite, une maladie 100% mortelle, on ne sait pas. En tout cas, préparez-vous parce que vous pourrez toujours trouver des arguments pour dire ça n'arrivera pas. Il y a de très grandes chances que ça arrive et même si ça n'arrivait pas, mieux vaut être prêt à quelque chose qui n'arrivera pas que ne pas être prêt si quelque chose arrive. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Et maintenant, je rappelle ma mère. Salut tout le monde.